La table du dîner de Thanksgiving s'est tue, subitement, lorsque j'ai fait l'annonce. 23 novembre 2012. 18h47. J'arrête la fac, ai-je dit, en posant ma fourchette. La main de ma mère s'est figée, à mi-chemin de sa bouche. Mon père a posé son verre de vin, avec un tintement sec. Ma sœur, Jennifer, m'a regardé comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Tu fais quoi? Mon père a dit, arrêtez les études. Je quitte Northwestern à la fin du semestre. Rachel, a dit ma mère avec précaution, est-ce une plaisanterie? Ce n'est pas une blague. J'ai déjà soumis les papiers. Mais tu es en deuxième année, a dit Jennifer. Tu as fait la moitié du chemin. Pourquoi ferais-tu? Parce que je déteste ça. Les mots sont sortis plus brutalement que je ne l'avais prévu. Je déteste ma majeure. Je déteste mes cours. Je suis malheureuse, et je gaspille votre argent. Ce que tu gaspilles, a dit mon père, la voix montant dans les aigus, c'est ton avenir. As-tu la moindre idée d'à quel point il est compétitif d'entrer à Northwestern? Combien de personnes tueraient pour avoir ton opportunité? Alors, ils n'ont qu'à la prendre. Rachel, sois raisonnable, a supplié ma mère. Chaque étudiant se sent dépassé, parfois. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Je n'abandonne pas. Je choisis une voie différente. Quelle voie, a exigé Jennifer. Arrêter pour faire quoi? Travailler chez Starbucks? Vivre dans notre sous-sol? Je déménage à New York. J'ai un emploi prévu, en tant qu'assistante éditoriale dans une maison d'édition. Une assistante éditoriale? Mon père a ri, mais sans aucune trace d'humour. C'est un poste de secrétaire glorifié. Rachel, tu jettes un diplôme de Northwestern pour un emploi de débutant, qui paie peut-être 30 000 € par an. C'est un début. C'est un désastre, m'a-t-il coupé. Ta sœur est diplômée de Yale, a fait son droit, et travaille maintenant dans un grand cabinet à Chicago. C'est à cela que ressemble le succès. Pas à ça. Jennifer s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Je me suis tué à la tâche pour bâtir une carrière. J'ai tout fait correctement. Et toi, tu vas juste jeter ton éducation parce que tu es malheureuse. C'est pathétique. Jennifer, a dit ma mère d'une voix faible. Non, maman. Quelqu'un doit le dire. Rachel a toujours choisi la solution de facilité. Le lycée était trop dur, alors elle est allée au community college d'abord. Maintenant, l'université est trop dure, alors elle abandonne. Quand vas-tu grandir, et finir quelque chose? J'ai fini le community college avec une moyenne de 3,2, ai-je dit. À peine. Et tu n'es entré à Northwestern que parce que tu as écrit une dissertation larmoyante, sur le fait d'être une enfant à développement tardif. Cela m'a piqué, parce que c'était en partie vrai. Mon parcours n'avait pas été traditionnel. J'avais eu du mal au lycée, j'étais allé au community college, puis j'avais été transféré à Northwestern. J'avais été fier de ce parcours. Ma famille l'avait toléré. C'est une erreur, a dit mon père fermement. Une énorme erreur, et je ne la soutiendrai pas financièrement. Je ne vous le demande pas. Tant mieux, car tu n'auras rien de nous. Pas d'argent pour le loyer, pas d'argent pour la nourriture, rien. Tu veux prendre des décisions d'adulte? Très bien. Fais face aux conséquences d'adulte. Harold, a dit ma mère, cela semble sévère. Elle a besoin d'apprendre. Patricia, elle ne peut pas simplement dériver dans la vie, en s'attendant à ce qu'on la rattrape à chaque fois qu'elle échoue. Je n'échoue pas, ai-je dit, la voix tremblante. Je fais un choix. Un mauvais choix, a dit Jennifer. Tu as 20 ans, pas de diplôme, pas de vraies compétences, et tu déménages dans l'une des villes les plus chères du monde pour un travail qui paie probablement le salaire minimum. Tu sais comment on appelle ça? Un échec. Je me suis levé de table. Je devrais y aller. Rachel, attends, a commencé ma mère. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé mon manteau, et je suis sorti dans la froide nuit de Chicago. J'ai déménagé à New York 3 semaines plus tard, avec 1 800 € d'économie, et une valise pleine de vêtements. Le travail dans l'édition était exactement aussi mauvais que mon père l'avait prédit. Assistante éditoriale chez Hartley & Son Publishing,
une petite maison prestigieuse spécialisée dans la fiction littéraire. Je gagnais 28 000 € par an, je travaillais 60 heures par semaine, et mes principales responsabilités consistaient à faire du classement, aller chercher des cafés, et lire la pile de manuscrits non sollicités qui ne seraient jamais publiés. Mon appartement à Brooklyn faisait 26 mètres carrés. La douche était dans la cuisine. Je pouvais entendre chaque conversation de mes voisins, à travers les murs fins comme du papier. Je mangeais des nouilles instantanées au dîner, 4 soirs par semaine. Ma famille me parlait à peine. Ma mère m'appelait une fois par mois, avec des nouvelles que je n'avais pas demandées. Jennifer s'est fiancée. Jennifer est en voie de devenir associée. Jennifer a acheté un appartement. Ta sœur réussit si bien, disait ma mère. Nous sommes si fiers d'elle. L'implication était claire. Contrairement à toi. Jennifer a appelé exactement une fois au cours de ces 6 premiers mois. J'ai entendu dire que tu vis dans une boîte à chaussures à Brooklyn, a-t-elle dit. Maman s'inquiète pour toi. Je vais bien. Et toi? Parce que de là où je suis, on dirait que tu as fait une énorme erreur, et que tu es trop fière pour l'admettre. Je suis heureuse, Jennifer. Tu as 20 ans, tu gagnes moins que le salaire minimum quand on calcule tes heures. Ce n'est pas le bonheur. C'est du délire. Elle marqua une pause. Écoute, il n'est pas trop tard. Tu pourrais te réinscrire. Retourner à l'école. Obtenir ton diplôme. Arrête d'embarrasser la famille. Embarrasser la famille. Oui, Rachel. Nous embarrasser. Sais-tu ce que je dis aux gens quand ils me demandent de tes nouvelles? Je dois dire, ma sœur a arrêté la fac pour travailler dans l'édition. Sais-tu comment ça sonne? Comme si je suivais ma passion? Comme si tu étais une ratée? Comme si notre famille ne pouvait pas produire 2 enfants qui réussissent? Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Ce fut la dernière vraie conversation que nous avons eue pendant 12 ans. Mais je n'échouais pas. Pas vraiment. Le travail d'édition était brutal, mais j'apprenais. Comment les livres étaient acquis, édités, commercialisés, comment l'industrie fonctionnait. Je lisais des manuscrits jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal, apprenant ce qui faisait une bonne écriture, ce qui faisait des histoires captivantes. Après 2 ans, j'ai été promue assistante d'édition. Après 4 ans, éditrice associée. Après 6 ans, éditrice senior. J'ai acquis la réputation de découvrir de nouveaux talents. 3 de mes auteurs ont remporté des prix littéraires majeurs. 2 ont atteint la liste des best-sellers du New York Times. Mais plus important encore, j'avais trouvé ma vraie passion, aider les jeunes écrivains à développer leur art. J'ai commencé à donner un atelier d'écriture à NYU. Juste un cours, en tant que vacataire, pour un peu d'argent supplémentaire, mais j'adorais ça. J'adorais travailler avec les étudiants, les aider à trouver leur voie, les regarder s'améliorer. L'une de mes étudiantes, une professeure du département d'anglais, l'a remarqué. Vous êtes une enseignante née, a-t-elle dit. Avez-vous déjà pensé à l'enseignement supérieur comme carrière? Je n'ai pas de diplôme. Vous devriez en obtenir un. Pas pour le papier, mais pour les opportunités. Avec votre expérience et votre talent, vous pourriez faire de vraies choses dans le milieu universitaire. Cette conversation a planté une graine. À 26 ans, je me suis inscrite au programme de MFA, Master of Fine Art, de Columbia en écriture créative. Je travaillais à temps plein, j'assistais aux cours le soir, et j'écrivais mon mémoire pendant des heures volées dans le métro. Ce furent les 2 années les plus dures de ma vie. J'ai obtenu mon diplôme à 28 ans, avec mon MFA et une offre d'emploi de Columbia pour enseigner des cours d'écriture créative en premier cycle. À 30 ans, j'ai été promue professeure adjointe. À 31 ans, j'ai publié mon premier livre, un recueil d'essais sur l'industrie de l'édition qui est devenu un best-seller surprise dans les cercles académiques. À 32 ans, je suis devenu professeur associé, et on m'a demandé de rejoindre le comité d'admission de premier cycle de Columbia. C'est là que tout a changé. En lisant les dossiers de candidature, j'ai réalisé que j'avais un don pour voir le potentiel. Pas seulement dans les notes et les scores au test, mais dans les histoires que les étudiants racontaient, dans les luttes qu'ils avaient surmontées, dans les perspectives uniques qu'il apportait. Je pouvais voir les étudiants qui s'épanouiraient à Columbia. Ceux qui apporteraient quelque chose de significatif.
Ceux qui avaient juste besoin que quelqu'un croie en eux comme moi, toutes ces années auparavant. Lorsqu'elle m'a contacté pour le poste de doyenne des admissions, j'ai failli ne pas postuler. Tu devrais le faire, a dit mon directeur de département. Tu es faite pour ça. Et Yael, c'est. Eh bien, c'est Yael. J'ai postulé. 6 entretiens plus tard, ils m'ont offert le poste. Doyenne des admissions de premier cycle à l'université de Yale. À 32 ans, j'étais l'une des plus jeunes doyennes de l'Ivy League. L'ironie ne m'a pas échappé. L'étudiante qui avait abandonné ses études décidait maintenant qu'il pouvait entrer dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. J'ai déménagé à New Haven en août 2024. Ma mère a appelé pour me féliciter, la première fois qu'elle appelait en 3 ans. Doyenne à Yale, a-t-elle dit. C'est merveilleux, Rachel. Ton père sera si fier. Le sera-t-il? Silence. Il y laissait. Il demande de tes nouvelles. Et Jennifer? Encore un silence. Ta sœur est très occupée. Elle a Amanda maintenant. Tu sais, elle a 16 ans. Une fille si brillante. Ma nièce. Je l'avais vue exactement 3 fois. Une fois bébé, une fois à 5 ans, une fois à 10 ans. Jennifer avait clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue dans la vie de sa fille. Je suis sûr qu'elle l'est, ai-je dit. Peut-être que maintenant que tu as réussi, tu pourrais renouer avec Jennifer? Avec nous tous? Peut-être, ai-je dit, sachant que je ne le ferai pas. La saison de lecture des candidatures a commencé en novembre. Nous avons reçu 52 000 candidatures pour 1550 places. Chaque dossier est élu par au moins 2 responsables des admissions. En tant que doyenne, j'en ai personnellement examiné des milliers, y compris tous les cas limites et les circonstances particulières. C'était un travail exténuant. Lire des candidatures d'étudiants brillants, qui avaient surmonté des obstacles incroyables. Des étudiants qui avaient fondé des associations, mené des recherches, remporté des concours internationaux, des étudiants qui avaient survécu à la pauvreté, à la violence, et au deuil. La plupart d'entre eux, nous devrions les rejeter. C'était la partie la plus difficile. J'étais dans mon bureau, un vendredi soir de janvier 2025, en train d'examiner une pile de dossiers venant de la région de Chicago. Mes yeux étaient fatigués. J'en étais à mon 4e café de la journée. Puis, j'ai vu le nom, Amanda Chin. Le nom de femme mariée de ma sœur était Chin. Son mari, David Chin, l'avocat d'affaires qu'elle avait épousé il y a 11 ans. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai ouvert le dossier. Amanda Chin, 17 ans. Lycée de Northbrook, Illinois. Moyenne de 4,0 non pondérée. SAT 1570. Major de promotion. Finaliste du Mérite national. Capitaine de l'équipe de débat, bénévole dans une association locale d'alphabétisation. Impressionnant. Très impressionnant. Elle avait postulé en tant que future étudiante en anglais. Elle voulait être écrivaine. J'ai fait défiler jusqu'à sa dissertation personnelle. Le sujet, réfléchissez à une occasion où vous avez fait face à un défi ou un obstacle. Qu'avez-vous appris de cette expérience? J'ai commencé à lire. Ma famille ne parle pas de ma tante Rachel. J'ai grandi en entendant des murmures. Comment elle a abandonné l'université, comment elle a gâché ses opportunités, comment elle est devenue la honte de la famille. Ma mère secouait la tête chaque fois que quelqu'un demandait des nouvelles de sa sœur. Rachel a fait ses choix, disait-elle. De mauvais choix. Pendant des années, j'ai pensé que ma tante était un conte moralisateur, un avertissement sur ce qui arrive quand on abandonne, quand on ne va pas jusqu'au bout, quand on déçoit sa famille. Ma mère l'utilisait comme exemple chaque fois que je me plaignais de l'école. Veux-tu finir comme Rachel, demandait-elle. À travailler dans un boulot sans avenir parce que tu n'as pas pu finir ce que tu as commencé? La leçon était claire. Rachel était un échec. Le mouton noir de notre famille. Celle que nous avions surmontée. Puis, quand j'ai eu 16 ans, je l'ai cherchée sur Google. J'ai arrêté de lire, j'ai fermé les yeux. C'était la dissertation universitaire de ma nièce à mon sujet, sur le fait que j'étais l'échec de la famille. Je devrais me récuser. Passer ce dossier à un autre responsable des admissions.
Ce serait la chose éthique à faire. Mais j'ai continué à lire. Je m'attendais à ne rien trouver, ou pire, une confirmation du récit familial. Un triste profil Facebook, peut-être un LinkedIn montrant une série d'emplois banals. Ce que j'ai trouvé à la place m'a choqué. Dr Rachel Chin, MFA de Columbia, auteur publié, professeur, et maintenant doyenne des admissions de premier cycle à l'université de Yale. Ma tante ratée était la doyenne des admissions à Yale. Je me suis assise dans ma chambre, fixant sa photo de faculté, ma vision du monde entière se fissurant. Tout ce que ma mère m'avait raconté était faux. Rachel n'avait pas échoué. Elle avait réussi de manière spectaculaire. J'ai commencé à faire des recherches plus approfondies. J'ai trouvé son livre, Against the Grain, Alternative Paths in Publishing and Academia, à contre-courant, voies alternatives dans l'édition et l'université. J'ai lu chaque interview qu'elle avait donnée. J'ai appris son parcours, Community College, abandon de Northwestern, industrie de l'édition, MFA, professorat, Yale. Ce n'était pas un parcours traditionnel, mais c'était un parcours couronné de succès. Cette découverte a tout changé pour moi. J'avais passé toute ma vie à suivre le bon chemin. Des notes parfaites, des scores parfaits, des activités extrascolaires parfaites. J'avais tout fait exactement comme prévu, parce que j'étais terrifié à l'idée de devenir comme Rachel. Mais Rachel n'était pas un échec. C'était quelqu'un qui avait eu le courage de choisir sa propre voie, malgré tous ceux qui lui disaient qu'elle avait tort. Quelqu'un qui avait bâti son succès selon ses propres termes. Je pleurais maintenant, les larmes coulant sur mon visage, tombant goutte à goutte sur les pages de la candidature. Cette dissertation ne parle pas de surmonter un obstacle. Il s'agit de découvrir que ce que je pensais être un obstacle, la honte de ma famille, notre mouton noir, était en fait une inspiration. Ma tante Rachel m'a appris que le succès ne consiste pas à suivre le plan de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'avoir le courage d'écrire sa propre histoire, même lorsque les personnes qui sont censées vous soutenir vous disent que vous faites une erreur. Je veux étudier l'écriture créative à Yale. Je veux apprendre de professeurs qui pensent différemment, qui valorisent les parcours non conventionnels, qui comprennent que parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de refuser d'arrêter d'être vous-même. Ma famille n'a rien surmonté. Ils ont simplement échoué à voir que Rachel réussissait d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Je ne veux pas commettre la même erreur. Je veux avoir le courage de poursuivre mes passions, même si elles ne correspondent pas à la définition du succès de quelqu'un d'autre. Je veux être comme ma tante Rachel, la ratée qui est devenue doyenne. J'ai posé le dossier et j'ai mis ma tête dans mes mains. Pendant 12 ans, j'avais construit une vie sans ma famille. Je m'étais convaincu que je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur reconnaissance, de leur amour. Et voici ma nièce, que je connaissais à peine, écrivant sur moi comme si j'étais son héroïne, me qualifiant d'inspiration, me défendant auprès d'un comité d'admission dont je faisais partie. L'ironie était presque trop forte. J'ai pris mon stylo rouge, celui que j'utilisais pour les notes et les commentaires sur les dossiers. Puis je l'ai reposé. Je ne pouvais pas être objective à ce sujet. Pas même un peu. J'ai appelé mon assistant, le doyen Marcus Washington. J'ai besoin que tu lises une candidature. Conflit d'intérêt familial. Il est venu dans mon bureau. Je lui ai tendu le dossier d'Amanda. Ne regarde pas mes notes, ai-je dit. Donne-moi ton évaluation honnête. Il a tout lu, les relevés de notes, les scores, les recommandations, la dissertation. Candidate solide, a-t-il dit. Vraiment solide. La dissertation est exceptionnelle et personnelle, perspicace, montre une réelle croissance et une conscience de soi. Il marqua une pause. Le conflit familial. C'est à propos de toi. Oui. La tante qui est maintenant doyenne. C'est moi. Il a sifflé doucement. C'est du lourd. Que déciderais-tu si c'était ton appel? Je l'admettrais, a-t-il dit sans hésitation. Elle est qualifiée sur le papier. Mais plus que ça, cette dissertation montre exactement le genre d'étudiant que nous voulons. Quelqu'un qui remet en question les suppositions, qui valorise les différents chemins vers le succès, qui peut articuler des dynamiques familiales complexes avec empathie. Il m'a rendu le dossier. Mais tu ne peux pas être celle qui décide. Tu le sais. Je sais. Veux-tu que je l'apporte au comité?
J'ai réfléchi à cela. J'ai pensé à Amanda, assise dans une salle de classe, attendant des nouvelles de Yale. J'ai pensé à Jennifer, se vantant probablement auprès de tout le monde que sa fille avait postulé à Yale, sans jamais mentionner que la doyenne des admissions était sa sœur dont elle était éloignée. J'ai pensé à mon père, qui m'avait dit que je gâchais ma vie. J'ai pensé à moi-même à 20 ans, pleurant dans ce minuscule appartement de Brooklyn, me demandant si j'avais commis une terrible erreur. Oui, ai-je dit. Apporte-le au comité. Mais Marcus? Ouais. Ne leur parle pas du lien de parenté. Laisse-les l'évaluer au mérite. Ensuite, nous traiterons le conflit après. 2 semaines plus tard, le comité d'admission s'est réuni pour discuter des cas limites. La candidature d'Amanda a été signalée pour discussion. Candidate forte, mais nous avions des places limitées. Je me suis récusé de la salle lorsqu'ils ont discuté d'elle. Marcus m'a trouvé dans mon bureau 1 heure plus tard. Elle est prise, a-t-il dit. Vote unanime. Tout le monde a adoré la dissertation. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Bien. Que veux-tu faire pour la situation familiale? C'était la question. Yale envoyait les lettres d'acceptation le 28 mars. Amanda recevrait la sienne avec 1549 autres étudiants. Je pouvais garder le silence, la laisser découvrir comme tout le monde, ne jamais reconnaître le lien. Ou je pouvais tendre la main. Je me suis assise dans mon bureau ce soir-là, fixant le dossier d'Amanda, sa dissertation, les mots qu'elle avait écrits sur moi. Je veux être comme ma tante Rachel. À 21h47, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 12 ans. J'ai appelé ma sœur. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Allô? Jennifer. C'est Rachel. Silence. Puis, Rachel? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, rien ne va mal. J'ai besoin de te parler d'Amanda. Amanda? Quoi à son sujet? Sa voix est devenue aiguë, pleine d'inquiétude protectrice. Est-il arrivé quelque chose? Elle a postulé à Yale. Elle l'a fait. Elle a postulé à 9 écoles, en fait. Nous sommes très fiers. Elle s'arrêta. Attends, tu es à Yale maintenant? J'avais oublié. Je suis la doyenne des admissions. Encore un silence. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. La candidature d'Amanda. Tu l'as vue? Je l'ai vue. Rachel, je te jure que je ne savais pas. Nous n'avons pas postulé à Yale à cause de toi. Amanda voulait y aller pour le programme d'anglais. Elle ne savait même pas que tu y travaillais avant d'avoir postulé. Je n'ai jamais pensé. Jennifer, les jeux interrompus. As-tu lu sa dissertation? Quoi? Oh, elle ne voulait laisser personne la lire. Elle a dit que c'était personnel. Tu devrais la lire. Pourquoi? Sur quoi a-t-elle écrit? Sur moi. Silence. Elle a écrit sur le fait que je suis l'échec de la famille, ai-je continué. Sur la façon dont tu m'as utilisé comme un conte moralisateur. Sur la façon dont elle m'a cherché sur Google, et a découvert que je n'étais pas vraiment une ratée. Rachel, je n'appelle pas pour me battre. J'appelle parce qu'Amanda a été acceptée. Quoi? Elle a été acceptée à Yale. Vote unanime du comité d'admission. C'est une candidate exceptionnelle. Je pouvais entendre Jennifer pleurer à l'autre bout du fil. Elle est entrée à Yale, a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu, Rachel, merci. Ne me remercie pas. Je me suis récusé de la décision. Elle est entrée au mérite. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Ta fille pense que je suis une inspiration. Elle a écrit une magnifique dissertation sur le courage de suivre sa propre voie, sur le fait de ne pas avoir peur d'être différente. J'ai marqué une pause. Jennifer, pendant 12 ans, tu lui as dit que j'étais un échec. Et malgré cela ou peut-être à cause de cela elle a appris l'une des leçons les plus importantes que l'on puisse apprendre, que le succès ressemble à quelque chose de différent pour chacun. J'avais tort, a dit Jennifer, la voix brisée. Rachel, j'avais tellement tort. Surtout. Sur ton abandon. Sur tes choix. Sur. Elle s'arrêta.
J'étais jalouse. Quoi? J'étais jalouse. Tu as eu le courage de t'éloigner de quelque chose qui ne fonctionnait pas. De choisir ta propre voie. J'ai passé toute ma vie à faire ce que tout le monde attendait. Avoir les notes, avoir le diplôme, avoir le travail, me marier, avoir le bébé. Et je suis malheureuse. Je n'avais jamais entendu ma sœur parler comme ça. Je suis associée dans un cabinet d'avocats que je déteste, a-t-elle continué. Je travaille 80 heures par semaine sur des affaires dont je me fiche. Mon mariage survit à peine, et ma fille me connaît à peine parce que je ne suis jamais à la maison. Elle a ri amèrement. C'était toi l'intelligente, Rachel. Tu as compris ce que tu voulais et tu l'as poursuivi. J'ai juste fait ce qu'on m'a dit. Et maintenant, ma fille de 17 ans te voit comme le modèle à suivre au lieu de moi. Jennifer, je sais que c'est vrai, et ça devrait l'être. Tu as construit quelque chose de significatif. Tu aides les étudiants à trouver leur voie. Tu as changé la vie de ta nièce sans même la connaître. Sa voix tomba dans un murmure. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. De t'avoir traité de raté. De t'avoir coupé de la vie d'Amanda. Tu n'as jamais été la honte de la famille. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Je pleurais à nouveau. Penses-tu, a demandé Jennifer avec hésitation, penses-tu qu'Amanda pourrait peut-être te rencontrer? Avant qu'elle ne prenne sa décision pour l'université? Je pense. Je pense que cela signifierait beaucoup pour elle. J'aimerais bien. Et peut-être. Peut-être pourrions-nous parler? Plus que cet appel. Essayer de reconstruire quelque chose? Peut-être, ai-je dit. Ça prendra du temps. Je sais. Mais Rachel? Je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a 12 ans. Je le dis maintenant. Je suis fier de toi. Nous avons parlé pendant une autre heure. De son mariage, de son travail, de sa vie, de mon travail, de mon parcours, des choix que j'avais faits. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. 3 semaines plus tard, Amanda a visité Yale lors d'une journée des étudiants admis. J'avais pris des dispositions pour la rencontrer pour un café, dans un café près du campus. Je suis arrivé tôt, nerveuse d'une manière que je n'avais pas été depuis mes propres entretiens d'admission à l'université. Elle est entrée à 14 heures pile, grande, avec les traits de Jennifer, mais autre chose dans son expression et quelque chose de pensif, de curieux. Elle m'a vu et s'est arrêtée. Tante Rachel? Amanda. Salut. Nous nous sommes assises avec nos cafés, la gêne initiale épaisse entre nous. Alors, a-t-elle finalement dit, tu as lu ma dissertation. Je l'ai lue. Je suis désolé si c'était gênant. Je ne savais pas que tu étais la doyenne quand je l'ai écrite. J'avais besoin d'écrire sur quelque chose qui comptait. Ne t'excuse pas. C'était une belle dissertation. Honnête et perspicace. Elle a baissé les yeux sur son café. Ma mère m'a dit ce qu'elle disait de toi. Sur le fait que tu étais une ratée. Elle l'a fait? Ouais. Elle a pleuré en me le disant. Qu'elle avait tort. Qu'elle avait été jalouse. Amanda a levé les yeux vers moi. Est-ce vrai que tu as abandonné Northwestern? C'est vrai. Et que tu as travaillé dans l'édition pour presque rien. Aussi vrai. Et que tu as obtenu ton MFA tout en travaillant à temps plein. Vrai. Et maintenant, tu es doyenne à Yale. J'ai souri. Malheureusement, vrai. Elle a ri. C'est l'histoire la plus cool que j'ai jamais entendue. Ce n'est pas si cool. C'était surtout juste du travail acharné et de l'entêtement. Non, a-t-elle dit sérieusement. C'est cool parce que tu l'as choisi. Tu n'as laissé personne te dire à quoi devrait ressembler le succès. Tu l'as compris toi-même. Nous avons parlé pendant 2 heures de l'écriture, de l'université, de ses peurs et de ses ambitions. Elle voulait être écrivaine mais était terrifiée à l'idée de ne pas être pratique. Ma mère veut que je fasse une majeure en économie, a-t-elle dit. Avoir un plan de secours. Dans quoi veux-tu te spécialiser? Anglais, écriture créative. Mais tout le monde dit que ce n'est pas pratique. Je me suis penché en avant. Amanda, sais-tu pourquoi je suis devenue doyenne des admissions? Pourquoi?
parce que j'ai passé toute ma vie à m'entendre dire que je faisais les choses de la mauvaise façon. Abandonner était mal. L'édition était mal. Obtenir mon MFA était mal. Et chaque fois que quelqu'un me disait que j'avais tort, je leur prouvais qu'ils avaient tort. J'ai marqué une pause. Maintenant, j'ai la chance d'aider des étudiants qui ne rentrent peut-être pas dans le moule traditionnel. Des étudiants qui ont besoin que quelqu'un voie leur potentiel, pas seulement leurs références. Des étudiants comme toi. Des étudiants comme toi, a-t-elle corrigé doucement. J'ai souri. Ouais. Des étudiants comme moi. Elle a choisi Yale, s'est inscrite en majeure d'anglais avec une concentration en écriture créative. Je n'enseignais plus aux étudiants de premier cycle, mais j'ai pris des dispositions pour la rencontrer une fois par mois. Des sessions de mentorat officiellement, mais en réalité, nous apprenions à nous connaître. Ma relation avec Jennifer s'est améliorée lentement. Des appels téléphoniques toutes les quelques semaines, puis chaque semaine. Elle a entamé une procédure de divorce cet été-là. Je préfère être une mère célibataire que de rester dans un mariage sans amour, m'a-t-elle dit. Elle a réduit ses heures au cabinet, a commencé à élever réellement Amanda au lieu de simplement subvenir à ses besoins. J'essaie d'être meilleure, a-t-elle dit lors d'un appel. Pour Amanda. Pour moi. Mes parents ont tendu la main aussi. Des emails maladroits au début, puis des appels téléphoniques. Nous avions tort, a dit mon père avec raideur lors de notre première vraie conversation en 12 ans. Sur l'abandon. Sur tes choix. Nous aurions dû te soutenir. Merci, ai-je dit, parce que qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ta mère et moi aimerions venir. Voir Yale. Voir ce que tu as construit. Ils sont venus en octobre. Je leur ai fait visiter le campus, je leur ai montré mon bureau, je les ai présentés à mes collègues. Mon père s'est tenu dans mon bureau, regardant mes diplômes sur le mur. Des exemplaires de mon livre publiés sur l'étagère, des photos de conférences, d'engagements de prise de parole. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je t'ai traité d'échec. J'ai dit que tu n'arriverais à rien. J'avais tort. Vous aviez peur, ai-je dit. Vous vouliez que j'aie la sécurité. Je comprends ça maintenant. Mais vous avez trouvé la sécurité de toute façon, juste différemment de ce à quoi nous nous attendions. Ce soir-là, nous avons dîné. Moi, mes parents, Jennifer, Amanda. La première fois que nous étions tous ensemble en 12 ans. C'était gênant. Il y avait des silences, des moments de tension, mais il y avait aussi des rires. Des histoires. Amanda racontant des histoires embarrassantes de première année d'université qui ont fait sourire tout le monde. À un moment donné, Amanda s'est penchée vers moi. Merci, a-t-elle chuchoté. Pourquoi? D'être toi. De m'avoir montré que c'est ok d'être différent. J'ai serré sa main. Plus tard, en rentrant à pied à mon appartement, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Dr Chin, c'est Sarah Martinez. Je suis en dernière année de lycée en Arizona. Mon conseiller m'a donné votre email, mais je voulais appeler. Et, en quoi puis-je t'aider? J'ai lu votre livre, Against the Grain. Mon conseiller me l'a donné parce que je pense abandonner mon programme de double inscription. Tout le monde dit que je fais une erreur. J'ai souri, me souvenant d'un autre appel téléphonique, d'une autre étudiante il y a 12 ans. Raconte-moi, ai-je dit. Nous avons parlé pendant 45 minutes de sa situation, de ses objectifs, de ses peurs. Alors, qu'est-ce que je fais, a-t-elle finalement demandé. Je ne peux pas te dire quoi faire, ai-je dit. Mais je peux te dire ceci, le chemin traditionnel fonctionne pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas le seul chemin. Si tu as une vision claire et que tu es prête à travailler dur, il existe d'autres moyens de réussir. As-tu regretté d'avoir abandonné? J'ai pensé à cela. Au minuscule appartement de Brooklyn, aux nouilles instantanées, au rejet de la famille, aux années de lutte. Pas une seconde, ai-je dit. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé en pensant à ce dîner de Thanksgiving il y a 12 ans. Au fait de sortir dans la nuit froide de Chicago, terrifié et seul. Au fait d'être traité d'échec par les gens qui étaient censés m'aimer. Au fait de construire une vie malgré tout. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Amanda. Merci pour le dîner. Je t'aime,
Tante Rachel. Cœur rouge. J'ai fixé ces mots. Je t'aime. Quand était la dernière fois qu'un membre de la famille m'avait dit ça? J'ai répondu, je t'aime aussi, gamine. Le lendemain matin, j'étais de retour dans mon bureau à lire des candidatures. Une autre année, encore plus de 5000 étudiants espérant l'une de nos 1550 places. Je lisais chaque candidature attentivement, cherchant les étudiants avec des A partout, oui, mais cherchant aussi les non conventionnels, ceux qui avaient lutté, ceux qui avaient pris des chemins différents, ceux qui me rappelaient moi-même. Parce que la vérité était que je les comprenais d'une manière que la plupart des responsables des admissions ne pouvaient pas. Je savais ce que ça faisait de s'entendre dire que l'on faisait tout de travers. Je savais ce qu'il fallait pour prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Et je savais que parfois, les étudiants qui ressemblaient à des échecs sur le papier étaient en fait ceux qui avaient changé le monde. J'ai pris une candidature. Un étudiant qui avait commencé au Community College, transféré 2 fois, avait une moyenne de 3,4, mais des lettres de recommandation exceptionnelles et une dissertation puissante sur le fait d'avoir surmonté l'itinérance. La plupart des comités d'admission rejetteraient cet étudiant immédiatement. La moyenne était trop basse. Le parcours était trop non conventionnel. Mais j'ai vu autre chose. J'ai vu de la résilience, de la détermination, quelqu'un qui avait réussi malgré des chances impossibles. J'ai pris mon stylo rouge et j'ai écrit en haut de la candidature « Admission forte ». Examen par le comité recommandé. Cet étudiant entrerait probablement, non pas à cause de ses notes, mais parce que je savais quelque chose que la plupart des gens ignoraient. Le succès ne consiste pas à suivre le bon chemin. Il s'agit d'avoir le courage de marcher sur son propre chemin. Même lorsque tout le monde vous dit que vous avez tort, même lorsque votre propre famille vous traite d'échec. Surtout à ce moment-là. J'ai pensé à la dissertation d'Amanda, à la ligne qui m'avait fait pleurer. Ma famille n'a rien surmonté. Ils ont simplement échoué à voir que Rachel réussissait d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Pendant 12 ans, j'avais pensé que le rejet de ma famille avait brisé quelque chose en moi. Mais peut-être que cela m'avait en fait libéré. Libéré pour construire la vie que je voulais, pas la vie qu'ils attendaient. Libéré pour définir le succès selon mes propres termes. Libéré pour devenir la personne qui pourrait aider d'autres étudiants à faire de même. L'étudiante qui avait abandonné ses études et qui est devenue doyenne. L'échec de la famille qui a changé des vies. J'ai souri et j'ai tendu la main vers la candidature suivante.